Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment avec plaisir que je vais intervenir aujourd'hui. Alors, je vais peut-être dire deux mots du sens de ma présentation. Donc, ma présentation va être une présentation, d'abord d'économiste de la santé, hein, plutôt quantitativiste. On ne se refait pas. Et ça va être une présentation très, très générale, hein, de cadrage très, très général, plutôt centré sur la France. Donc, ça c'est peut-être à suivre par la suite. Ce que je tenais à dire, c'est que pour ma part, j'ai des travaux un peu plus pointus, j'ai envie de dire, sur ces questions d'inégalité sociale, de santé et de Covid. L'un dont je vais parler très rapidement, qui était un travail en collaboration avec l'Observatoire français des conjonctures économiques, vous allez voir, qui est très quantitatif, qui est un cadrage sur la vulnérabilité. Et puis un qui est en cours et dont je n'ai pas le résultat encore, qui est l'impact en termes d'inégalité sociale de santé sur les ruptures de parcours de soins qui ont été occasionnées pendant la Covid. Mais là, malheureusement, je n'ai pas de résultat. Donc, mes propos vont être très, très généraux. Hein, je vous prie de m'en excuser. Ils vont mobiliser beaucoup de données, d'informations de droite et de gauche et de travaux qui ont été faits par des collègues ou par des institutions, des administrations, avec pour ambition d'essayer de voir ce qu'on sait, même si bien sûr il y a beaucoup de travaux en cours et que mes propos seront des propos qui sont très partiels sur l'état des connaissances, qui seront centrés sur l'année 2020 parce que la plupart des travaux et des données existantes sont centrées encore aujourd'hui sur l'année 2020. Donc voilà, c'est un propos, c'est une vision des choses très panoramique, très big picture, comme disent les Anglais, et forcément partielle et partiale, hein, puisque c'est un certain nombre de choix que j'ai fait dans ma présentation. Mais j'espère que ce sera des éléments de cadrage qui pourront être utiles pour la suite de la journée d'études. Donc, pour revenir au cœur du sujet, on sait que vous savez tous que le gradient social en termes d'état de santé ou de recours aux soins ou d'accès aux soins, c'est une réalité dans tous les systèmes de santé et dans toutes les zones du monde, j'ai envie de dire. Et évidemment, la France et la France métropolitaine n'échappent pas à cette réalité-là. Donc, il n'y a pas de raison de penser qu'une crise aiguë ne va pas se traduire également par des inégalités de santé, que ce soit en termes de mortalité, voire en termes d'accès aux soins. Alors, j'aime bien commencer quand je commence ce type de propos par un préalable que je vais évoquer tout de suite. Et puis après, je parlerai de deux types de vulnérabilité. Hein, la vulnérabilité face à la maladie, on va voir tout de suite ce que j'en parle là, et puis vulnérabilité économique, puisque c'est peut-être là-dessus que j'ai le plus de choses à vous apporter. Alors, juste voilà ce que j'aime bien présenter quand je parle d'inégalité de santé, qui est un graphique tiré de l'INSEE, alors qui est complètement une construction statistique, hein, mais qui est pas inintéressante. Vous avez les vintiles de revenus, hein, de niveau de vie, qui sont sur l'axe des abscisses, hein, qui donc les ménages classés des plus pauvres, des 5% les plus pauvres aux 5% les plus riches, et l'espérance de vie calculée au regard des taux de mortalité dans ces sous-populations. Et donc ça, c'est pour la France, hein, hors Mayotte, comme vous le voyez dans la légende. Et vous voyez qu'en France, hein, c'est des données relativement récentes, hein, le gradient mesuré comme ça, hein, c'est évidemment fictif, hein, c'est une fiction, mais qui rend compte du gradient social des taux de mortalité en France. Et vous voyez que ce gradient est non négligeable, hein, il est plutôt élevé en France par rapport aux pays qui nous entourent, aux pays européens qui nous entourent, on le sait, hein, le système n'est pas forcément très performant en termes d'inégalité sociale de santé, avec un gradient plus élevé pour les hommes que pour les femmes. Donc cette réalité-là, c'est une réalité dure. Les mécanismes sous-jacents sont extrêmement nombreux, extrêmement complexes, les liens de causalité également, hein. Ce n'est pas des causalités univoques, ça va évidemment dans les deux sens, hein. L'état de santé peut dégrader la situation économique et l'inverse. Donc, vous le savez, la plupart d'entre vous, vous travaillez sur ces sujets. On sait que les mécanismes sociaux sous-jacents sont extrêmement complexes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce graphique-là, il est juste là pour rappeler cette réalité-là. Et donc, il n'y a évidemment aucune raison que ne retrouve pas ce gradient et que ce gradient ne soit même pas amplifié par une crise aiguë pandémique comme nous la vivons.
Alors, pour parler de manière très générale, encore une fois, des disparités, des inégalités sociales de santé liées à une pandémie, je reprends ici un modèle formel extrêmement simple, dont vous avez les références, et qui a été repris notamment par l'adresse dans ses travaux. Donc, l'adresse, c'est la direction des études du ministère de la Santé pour s'intéresser aux inégalités sociales de santé. Ce graphique a simplement le mérite de distinguer trois dimensions, trois vecteurs possibles des inégalités. C'est le vecteur de l'exposition au virus, c'est le vecteur de la vulnérabilité face au virus, c'est-à-dire le risque de développer des formes sévères de la maladie, et puis le troisième vecteur qui serait lié à une disparité de la prise en charge de la maladie. Et donc, concernant ces trois vecteurs, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Ne regardez pas ce tableau, il est absolument illisible. Ce n'est pas l'objet de le regarder, je vais juste faire un petit zoom tout à l'heure. Sur l'exposition au virus, alors, je ne suis pas épidémiologiste, les débats sont extrêmement serrés sur les lieux de contamination, sur les mécanismes de contamination. Mais ce qu'on sait quand même, c'est qu'il y a des contaminations au domicile. Et ici, vous avez un petit exemple des vecteurs possibles des inégalités sociales liées à l'exposition, qu'on connaît tous, mais on l'a sous les yeux, et qui est tiré d'une enquête de l'INSERM, qui est une enquête qui a été diligentée de manière express pendant la pandémie, puisqu'on n'a pas en France, et c'est un des manquements de notre système de données en France en termes de santé publique, on n'a pas de panel représentatif de la population, et là vous avez un panel représentatif de la population, et vous avez ici, donc, ce qui est encadré en rouge, vous avez le pourcentage de personnes qui ont été dépistées positives, puisque les personnes enquêtées ont été dépistées pendant le premier confinement. Donc là, on est au tout début de la pandémie, pendant le premier confinement, et vous voyez un vecteur très, très, très sévère, évidemment qui n'est pas inattendu, mais quand même un vecteur, un gradient très, très important sur les conditions de logement et l'exposition au virus. Et évidemment, les conditions de logement, on sait bien que qu'elle est extrêmement liée au gradient social, au gradient économique. Donc ça, c'est le premier risque de surexposition qui est extrêmement clair, c'est les conditions de vie et les conditions de logement. L'autre vecteur possible d'inégalité face à l'exposition au virus, c'est le télétravail. Et on voit ici sur graphique tiré des mêmes données que là aussi, le recours au télétravail, et c'est évidemment pas une surprise, c'est lié complètement à la nature des emplois, on a aussi des disparités extrêmement importantes et sans surprise, parce que l'intérêt ici du graphique, c'est de mesurer l'ampleur des différences en termes d'exposition possible. Ça va dépendre évidemment du type d'emploi, en tous les cas des expositions possibles sur le lieu de travail pendant les pics épidémiques. Et donc là, on voit sans surprise qu'il y a d'énormes différences. Les cadres et les professions intellectuelles supérieures, donc moi en particulier, ont la possibilité de nous mettre de côté. Donc ça, c'est la vulnérabilité à l'exposition que je viens d'évoquer. Et on peut maintenant évoquer la question de la vulnérabilité à développer des formes sévères. C'est la vulnérabilité sanitaire. Et ici, vous avez sur ce petit graphique, le surrisque d'être porteur d'une maladie pouvant occasionner des formes sévères. Et donc, vous avez des surrisques, on va simplement le lire comme ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a des surrisques et plus on est éloigné de cette barre noire, plus le surrisque est important. Donc, sans surprise, on le sait évidemment, on sait plus que jamais, le surrisque, c'est l'âge, évidemment. L'âge, c'est le surrisque, s'il y en a un, c'est celui-là. Mais si on regarde un peu plus près ce qui nous intéresse aujourd'hui, si on regarde ici, encore une fois, les quintiles de revenus, donc le Q1, c'est le quintile le plus riche, et supérieur à Q4, c'est-à-dire Q5, c'est le quintile
le plus pauvre, on voit que le plus riche, pardon, donc Q5 c'est le plus riche, pardon, Q1 le plus pauvre, on voit ici qu'on a un gradient sans surprise qui montre aussi, et on le sait, que la vulnérabilité à développer des formes sévères, elle est elle aussi sans surprise relativement dépendante, moins que l'âge, mais quand même sensiblement, significativement dépendante du niveau de vie des ménages. Et donc, à partir de ces données, et c'est le premier travail que nous avions réalisé, auquel j'ai ici essayé d'évaluer les personnes vulnérables au sens de dans l'impossibilité de télétravailler et susceptibles de déformer, d'avoir des formes graves de la maladie en raison de pathologies existantes. Et ici, vous avez le pourcentage, non pas par niveau de revenu, comme on l'a évoqué ici, mais par catégorie socio-professionnelle. Et donc, c'est assez saisissant les différences, hein, puisque vous avez ici, vous avez 2% selon nos calculs, hein, qui sont des estimations évidemment qu'il faut prendre, il faut pas prendre au pied de la lettre, mais qui sont quand même des évaluations qui donnent des ordres de grandeur. Et si on prend le cas des ouvriers, c'est 20%, donc c'est 10 fois plus élevé en termes de vulnérabilité. Donc, ce qui est la démonstration chiffrée, on va dire, des choses que l'on sait tous, d'une vulnérabilité jointe en termes d'exposition au virus et de risque de développer des formes graves de la maladie, un gradient social extrêmement fort. Alors, est-ce qu'on retrouve ça en termes de morbimortalité? Donc là, je vais pas m'attarder parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et puis parce que finalement, les études mettent du temps à sortir. Hein. C'est que les données que j'ai ici sont des données anciennes, hein, c'est lié au premier confinement. Vous avez la différence de mortalité ou la surmortalité entre 2020 et 2019-2018. En fonction des départements de l'Île-de-France. Bon, c'est des résultats que vous avez peut-être déjà rencontrés, dont on a beaucoup parlé au début. On voit qu'il y a une surmortalité en Seine-Saint-Denis plus importante que dans les autres départements. Il y a des travaux récents qui n'ont pas encore été publiés à ma connaissance, qui démontrent de manière certainement plus fine un gradient social de surmortalité en fonction du niveau de déprivation des communes, hein, c'est-à-dire on va dire du niveau de pauvreté des communes. Donc ces résultats se confirment, hein, d'un gradient social renforcé en termes de mortalité suite à la crise de la Covid, ce qui n'est pas une surprise au regard des résultats de vulnérabilité que je viens de montrer. Ici, vous avez encore, je vais un peu vite, je suis désolé, hein, mais ça vous donne, je pourrais vous envoyer les diapos si vous voulez avoir des références. Vous avez aussi les surmortalités liées au pays de naissance, puisque là, c'est des données qui sont tirées du CEPI-DC, où on a des informations sur le lieu de naissance, sur le pays de naissance. Et vous voyez qu'ici, toujours sur la première vague, hein, sur le premier pic épidémique de 2020, vous avez là encore des différences extrêmement marquées en fonction du lieu de naissance. Hein. Vous avez en haut la France, hein, vous voyez la surmortalité par rapport au même mois de 2019 en 2020, qui n'ont rien à voir avec la surmortalité pour les personnes nées en Afrique du Nord en France. Donc vous avez des différences extrêmement importantes. Ce qu'il faut noter, que je ne présente pas ici, c'est que ces différences ont persisté lors de la deuxième pic épidémique de l'automne 2020, mais très amoindries. C'est-à-dire qu'on a eu manifestement, et ça serait très intéressant à étudier, hein, très, très clairement, ce niveau de différence, ce niveau de gradient ici entre lieu de naissance, il est très fort sur le premier pic, il l'est beaucoup moins après. C'est-à-dire que tous ces résultats qui portent sur le premier pic 2020, on ne les retrouve pas ailleurs. C'est plutôt encourageant, hein, quand même, il faut regarder les choses positivement, c'est plutôt encourageant, c'est-à-dire qu'il y a eu des adaptations, soit des populations elles-mêmes, soit des politiques ou des accompagnements locaux qui ont permis une réduction très forte du gradient, en tous les cas, sur ces données-là. Je finis sur la vaccination, puisque j'imagine que vous l'avez en tête. Il me reste à peu près 5 minutes, je vais galoper. Sur la vaccination, évidemment, j'en ai pas parlé dans l'exposition tout à l'heure, parce que c'était une exposition brute, avant vaccination, sur la vaccination. Et ici, vous avez les taux de vaccination. Le bleu, c'est 2 doses, le vert, 1 dose. Hein. Et à gauche, vous avez les communes les moins déprivées, hein, les moins pauvres, on va dire, et à droite, les communes les plus pauvres, hein, donc classées en 10 catégories
la catégorie des communes les plus riches à la catégorie des communes les plus pauvres. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un gradient, mais que ce gradient, donc ça, c'est des données, comme c'est noté sur la diapo, 31 octobre 2021, hein, qui sont sur les sites publics, hein, que ce gradient, il n'est pas si fort que ça. Il était très fort en juillet, très fort en juin-juillet, très très fort. Il a considérablement diminué. Alors évidemment, il y a ici cette façon de mesurer le gradient par la pauvreté des communes, c'est quelque chose d'assez grossier, hein. On sait qu'il y a des diversités beaucoup plus importantes, hein. Si on va plus fin au niveau des territoires, des communes, des privés, dans certains territoires, on a des différences beaucoup plus marquées. Mais on voit que ces différences, elles ne sont pas uniquement liées au niveau de déprivation, au niveau de pauvreté. Les choses sont manifestement beaucoup plus compliquées que ça aujourd'hui. Les causes d'un taux de vaccination faible, c'est toujours lié à la pauvreté, mais ce n'est plus le seul facteur et c'est certainement pas le facteur dominant aujourd'hui. Bon, il y a plein de travaux, hein, aujourd'hui en sciences humaines et sociales sur ces questions-là. C'est des questions évidemment passionnantes. Mais ce qui est intéressant, c'est la dynamique quand même, hein. Si vous regardiez ces tableaux en juillet, ils n'avaient rien à voir, hein. Les gradients étaient majeurs, ils ont été réduits, ils ont été fortement réduits. Et donc ça aussi, c'est plutôt quand même encourageant sur peut-être, en tous les cas, les politiques publiques, même si évidemment, ce n'est pas les seuls déterminants à cet ajustement, ça va de soi. Très rapidement, puisqu'il me reste 5 minutes, je ne veux absolument pas déborder, sur les vulnérabilités économiques. Alors, pour faire très vite, là, j'ai simplement adapté le petit modèle que j'évoquais tout à l'heure pour rendre compte des vecteurs de diffusion des inégalités sociales et économiques lors d'une pandémie. Là, j'ai fait un peu la même chose pour les impacts des politiques de confinement et de télétravail et de chômage partiel qui permettent d'amortir les pics épidémiques. Quelles conséquences ça a eu? Donc, je vais aller très vite, hein, j'avais pas mal de choses à vous montrer, mais je vais aller très vite. Eh bien, évidemment, tout dépend comment on regarde les choses. Tout dépend comment on regarde les choses. Si on les regarde d'un point de vue, donc toujours sur 2020, hein, parce qu'on a un an de recul, si on regarde les choses de manière un peu qualitative et qu'on demande aux personnes comment ils ont perçu l'évolution de leur situation financière, hein, ce qui est la question qui est posée toujours dans cette fameuse enquête EPICOV, mais toujours sur la première pic épidémique. Vous avez toujours les ménages classés des plus pauvres à gauche aux plus riches à droite, avec la barre rouge représentant le pourcentage de personnes déclarant avoir vu une situation financière se dégrader. On a quelque chose d'assez net avec un gradient assez fort. Quand on regarde, et ça a été beaucoup discuté aujourd'hui, c'est pour ça, enfin, il y a les 15 derniers jours, quand on regarde les taux de pauvreté, l'évolution des inégalités, donc c'est la colonne ici, et quand vous la comparez à 19, ce que conclut l'INSEE, c'est qu'il ne s'est rien passé. Ce qui voudrait dire que je ne vais pas vous montrer d'autres données parce que ça ferait trop, ce qui voudrait dire que les politiques publiques qui ont été très très actives, hein, il faut quand même le reconnaître, auraient permis d'amortir complètement le choc pour les populations les plus pauvres, en tous les cas en moyenne évidemment, hein, sans aller dans le plus finement que les populations pauvres. Après, si on jette d'autres regards, notamment le regard que portent les associations, les regards qu'on peut avoir quand on s'intéresse à des sous-populations, on peut obtenir des résultats complètement différents. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en termes de choc économique, jusqu'à présent, il n'y a pas de choc macroéconomique majeur sur le niveau de vie des ménages, ni sur l'inégalité de la distribution de ces niveaux de vie. Pour voir des choses, il faut aller beaucoup plus fin. Et donc là, il faut justement faire confiance à des études ou à des institutions qui ont des façons de regarder les choses, ou des accès à des données ou accès à des publics qui passent un peu sous les radars
des radars des grandes administrations publiques. Et ça, pour l'avenir, puisqu'on parlait d'avenir tout à l'heure avec Bernard, pour l'avenir, ce n'est pas un débat nouveau, mais c'est un débat qui est renforcé par la Covid. On manque d'informations fines. On a des informations fines dispersées, mais on manque de méthodes pour regarder plus fin, pour voir ce qui se passe en termes de choc économique pour les plus pauvres et les plus démunis. Encore une fois, ce n'est pas nouveau, mais très clairement, ces résultats sont des résultats plutôt encourageants, qu'on manque d'informations pour voir les choses plus finement. Bon, voilà, je m'arrête là, j'ai déjà été trop long. Je vous remercie pour votre patience et pour votre attention avec toutes ces informations que je vous ai délivrées. Merci beaucoup.